Aujourd'hui, on va se pencher sur la machine Dupond-Moretti et sur certains des mécanismes qu'il utilise consciemment ou inconsciemment pour forcer l'admiration. Vous allez en tirer 4 principes à retenir si vous voulez imposer l'admiration sans être politiquement correct. Premier principe, l'art d'évaluer le degré d'opposition nécessaire. La première chose qu'on peut noter, c'est que Dupond-Moretti n'hésite jamais à s'opposer frontalement et à dire le fond de sa pensée lorsqu'il est en désaccord. Plutôt que de contester la réalité de l'infraction, vous contestez la lutte contre la fraude fiscale. Monsieur Cohen, faites-vous les questions et les réponses. Je vous pose la question. Est-ce que vous allez plaider non coupable? Autant vous êtes totalement illégitime à nous raconter ce que vous nous racontez, parce que vous voulez diriger nos vies dans une espèce d'ostracisme. Vous vous emparez de ce lacrymal, de cette pâte humaine pour en faire je ne sais quoi. Moi, je pense que ça ne va pas dans le bon sens. Je souhaite aussi que l'on respecte ou que l'on respecte notre secret professionnel. Et je trouve que M. Plenel s'affranchit d'un certain nombre de règles. Voilà, je l'aime pas, je le dis et je dis pourquoi. Non, je voudrais quand même vous faire remarquer gentiment, naturellement, je veux être toujours gentil avec vous. Mon périmètre d'intervention sur ce texte, c'est les articles dont j'ai parlé. Ils sont limités. Ce qui fait que quand il arrive quelque part, sa réputation le précède, et beaucoup sont dans l'attente d'un coup d'éclat. Mais en réalité, les coups d'éclat arrivent très peu, il n'en a pas besoin. Pour inquiéter ses interlocuteurs, il lui suffit de faire planer un vent d'opposition en interpellant calmement la personne en face de lui par son nom. Moi, si je me retrouve dans cette situation, Monsieur Cohen, je suis pas sûr que j'ai très envie de plaider. Devant les familles de victimes. Monsieur Demange, je ne sais pas si vous pensez réellement que c'est obscène ou si vous... Tout le monde pousse des cris d'orfraie. Vous savez, Laurent, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que les larmes... Mais l'exploitation de cette émotion à des fins politiciennes, par exemple, Madame Salamé, ça me dégoûte. C'est-à-dire ? Un procureur, Monsieur Yann Moix, qui ne déclare pas ses revenus pendant 3 ans. Mais attention, ce serait une erreur de retenir seulement les techniques d'opposition frontale de Dupond-Moretti. En vérité, la plupart du temps, il fait tout l'inverse. Dupond-Moretti, c'est quelqu'un qui, tant qu'il le peut, va tout faire pour ne pas antagoniser son adversaire. Il veut le garder de son côté le plus longtemps possible. C'est un principe que vous devez retenir si vous êtes face à quelqu'un qui semble en désaccord avec vous, mais qui ne vous veut aucun mal. Ne l'aliénez pas pour rien et au contraire, apprenez à vous en faire un allié. Un des aspects que je trouve les plus puissants dans les échanges de Dupond-Moretti, c'est qu'il a l'élégance de reconnaître quand son contradicteur formule un argument solide. Beaucoup des choses que vous dites sont exactes. Mais on a aussi regardé Abdelkader Merah comme on voulait le voir. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'apprendre à reconnaître quand votre adversaire marque des points. Si vous montrez que vous savez regarder des deux côtés du problème, ça ne va pas faire perdre de la force à vos arguments, bien au contraire. Ça va montrer que vous ne tenez pas vos positions parce que vous ignorez les arguments de l'adversaire, mais au contraire, que vous avez forgé votre avis en ayant pris en compte les arguments adverses. Un des autres aspects les plus remarquables des prises de parole de Dupond-Moretti, c'est sa politesse extrême qu'il garde en toutes circonstances, même quand il est en désaccord. C'est son outil principal pour ne pas antagoniser ses contradicteurs. Votre intime conviction sur cette question des violences policières, elle a changé avec votre fonction. Mais pas du tout, monsieur. Je suis en train de vous dire... Enfin, vous allez me reposer 20 fois la question. Non. Dire qu'un homme politique a assez payé parce qu'il souffre d'avoir juste reconnu sa faute, je trouve quand même, quoi. C'est pas ce que j'ai dit, madame. Ben moi, c'est ce que j'ai compris. Bien sûr. Ce soir, là ? Mais non, madame. À l'audience. À l'audience. Et moi, je suis venu ici pour parler du contexte. Vous le lisez. Justement, j'allais vous poser la question. Mais, madame, est-ce que vous avez déjà vu des gens du Canard écrire au procureur pour demander des poursuites? Pour vous, c'est dresser un parallèle et c'est mettre tout le monde dans le même bain. Non, mais je veux faire attention parce que les mots, monsieur, ont un sens. Évidemment. Si vous écoutez la manière dont il s'exprime quand il s'oppose frontalement, vous remarquerez qu'il ajoute systématiquement une formule de politesse. Et ça ne loupe pas, il le fait vraiment à tous les coups. Ça se retrouve tellement souvent chez lui que c'est presque un tic de langage. Ça change rien, pardonnez-moi. Oui, puisque, pardonnez-moi, une petite parenthèse, mais... Oui, mais ça mérite d'être remis dans un certain contexte. Et pardon de vous le dire, ça fait de lui un personnage haïssable. Eh bien, pardon de vous dire que le terrorisme, d'une certaine façon, a gagné. Il faut que vous sachiez, madame, que... Pardon, ça, ce que je dis dure 30 secondes dans un procès. Je pensais, pardonnez-moi, j'en bafouille, que c'était un peu ma place de les exprimer. Pas la même chose, madame. Dans les manque d'empathie, c'est pas ça, pardon. En plus de sa politesse, il n'hésite pas à flatter copieusement ses adversaires. Ça lui arrive très souvent de souligner l'éthique de travail des journalistes qui l'interrogent, par exemple. Je sais qu'il suscite la vindicte de tout un pays, l'interrogation de certains journalistes, excellents dont vous êtes, mais tout de même, il n'est pas au-dessus des lois. Mais, vous savez, c'est compliqué d'obtenir une récusation. Vous êtes un journaliste qui connaissait les dossiers. Regardez combien de récusations ont été prononcées en France. Alors, je suis venu ici parce que je sais qu'on n'est pas dans l'immédiateté que choisissent certains médias.
Je vous en remercie. En tant que ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour rétablir la confiance avec les magistrats pour sortir de cette situation délétère ? Vous êtes allé bien trop vite, Madame Salamé, ça m'étonne de vous. Il coupe peu la parole, mais s'il le fait, il s'excuse systématiquement. Et donc, pardon, Non, Pierre, excusez-moi. l'assassinat du grand-père. Oui, non, il n'y avait pas que des fichiers islamistes. Oui, j'ai bien compris. C'est ce que j'ai dit, oui. Alors, dans cette Et histoire... d'ailleurs, Madame, pardonnez-moi. Je vous en prie. À 2 fois. Oui, d'accord, On mais... peut, pardonnez-moi. Oui. Il y a, pour le moment... Mais est-ce Soit- que soit- pour finir, pardonnez-moi, est-ce que pour attendez. finir, Non, mais monsieur Demant- est-ce qu'un innocent Monsieur a été Demant- condamné Non, d'après monsieur vous Demant, pardonnez-moi. Maître, est-ce qu'un innocent a été condamné Monsieur Demant, d'après je vais répondre à votre question. Ça peut presque paraître bizarre, la quantité de formules de politesse qu'il incorpore dans ses échanges. Mais en fait, non seulement ça lui permet de ne pas antagoniser ses contradicteurs, mais en plus, ça crée un cadre de politesse et de respect. Et ça devient plus difficile pour les journalistes de lui manquer de respect ou de le coincer quand ils sont entraînés dans ce cadre de politesse. C'est quelque chose que vous pouvez retenir quand vous avez envie de créer un cadre où on vous traite avec respect. La politesse et la fermeté sont vos meilleurs alliés. À partir du moment où vous ne vous autorisez pas la familiarité ou le manque de respect, ça crée des normes implicites que les personnes en face de vous vont se sentir obligées de tenir. Finalement, chez Dupond-Moretti, l'opposition est une question de dosage savant. Il sait être conciliant dans ces moments tendus en allant vers ses adversaires, mais à contrario, il n'hésite pas à s'opposer très vivement dans des contextes plus légers. Vous pouvez le voir ici répondre à une journaliste qui lui parle de sa pièce de théâtre. Il y a des juges, des magistrats, parce que Oui. vous les ménagez pas, hein. Vous avez tort. Je dis beaucoup de bien de certains d'entre eux. Qui manque un peu d'humanité quand même dans la façon. Non, dont non, non. juge. Et vous voyez comme vous manquez de nuances, c'est extraordinaire. Il a exactement compris quel degré d'opposition il faut injecter en fonction des situations. Au final, ce qu'il faut retenir de ce point, c'est que la ligne directrice de Dupond-Moretti, c'est d'abord d'être le plus conciliant possible, tout en se ménageant des espaces imprévisibles où il peut changer de ton pour déstabiliser la personne en face de lui. Deuxième point, apprenez à susciter l'adhésion de votre public. Si vous tenez des positions controversées, si vous défendez des figures détestées par l'opinion publique, vous avez plutôt intérêt à comprendre comment susciter l'adhésion de votre public. Je pense qu'il y a quelque chose qui distingue particulièrement Dupond-Moretti des autres figures médiatiques et même des autres membres du gouvernement. Contrairement à la majorité des gens, il sait se montrer très vulnérable en public et admet très facilement être affecté ou ému. Ça vous a affecté, ça? Oui, bien sûr que ça m'a affecté. C'est le procès le plus difficile de ma carrière. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai été insulté, parce que on a menacé mes enfants. Savez-vous que l'on m'a reproché, et ça m'émeut beaucoup, que j'ai pu dire à un moment, après 3 heures d'interrogatoire de la mère Mera, dont on savait qu'elle avait menti, mais copieusement menti, vous croyez que ça me touche pas, moi, la tétine? Vous croyez que vous êtes le seul à être bouleversé par ça? Vous croyez que défendre Abdelkader Mera, c'est ne plus être un être humain avec une sensibilité, une émotion? C'est ça que vous pensez? Que l'émotion est confisquée par les avocats des parties civiles? Je vous dis qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il ne puisse pas sortir et qu'il soit terré. Ça me fait beaucoup de peine. Ça lui permet de s'humaniser et de créer un mécanisme d'identification fort avec ceux qui l'écoutent. Il n'hésite pas non plus à impliquer tout son auditoire en interpellant les personnes qui l'entourent. Mais c'est où la limite pour M. Plenel? C'est le lit, l'intérieur du lit, la vie privée. La conversation privée que j'ai avec vous ne regarde que vous et que moi. Ce sont des procédés qui lui permettent de fabriquer de l'empathie et de l'adhésion presque sur commande. Regardez les réactions de ses interlocuteurs. Vous pouvez remarquer qu'il obtient des feedbacks presque immédiats quand il les implique. Même quand Je vous je pense que tous les métiers d'expression orale sont une forme de psychothérapie qui permettent plus ou moins d'apaiser nos neurones. C'est vrai pour moi, mais c'est vrai pour vous aussi. C'est vrai pour nous tous. Oui, oui, sûrement. On n'est pas ici par hasard. Si jamais son auditoire n'est pas toujours convaincu, alors Dupond-Moretti sort sa carte secrète. Il va forcer l'accord de son public. De manière soft, ça passe par son fameux clin d'œil. Il est fort, hein. C'est un temps qui est bien plus long que le temps médiatique. Et on peut le lire et venir vous voir. applaudir. Sur scène, il reste encore Il faut quelques venir dates. d'abord et le lire. Lire ensuite. après. Advocatus, ça veut dire celui qui prête sa voix à celui qui n'en a pas. D'accord? Ce n'est pas un hasard si c'est un geste qu'il affectionne. Le clin d'œil, ça suppose une entente, une complicité. En faisant un clin d'œil, il laisse voir à tout le monde qu'il existe une connivence entre son contradicteur et lui. Mais si ça ne fonctionne pas, Dupond-Moretti n'hésite pas à arracher de manière magistrale l'accord de son adversaire par la force. On vient de le dire, il continue de régner sur le pas dire Valois, ça, il se prépare Non, aux ils ont prochaines rien municipales. perdu, mais elle a fait une tentative de suicide. C'est neutre pour vous, ça? Non, c'est pas neutre. Bon, voilà, merci. Non, c'est pas neutre. Merci. Mais Monsieur Cohen, voilà. Là, on assiste à un tour de force, parce qu'il conclut en forçant l'accord alors que le journaliste était en train de le contredire. Ce que vous pouvez retenir de ce point, c'est qu'il y a une erreur à ne surtout pas faire quand on tient des positions ou qu'on défend des individus controversés.
Ne tombez pas dans le piège de penser que votre indépendance d'esprit vous permet de vous passer de l'adhésion de votre public. Parce que, au contraire, c'est là qu'elle est la plus importante, et c'est elle qui va vous permettre de transmettre vos idées et de susciter l'admiration. Point numéro 3, ne vous revendiquez jamais politiquement incorrect. Ne tombez pas dans le travers de vous revendiquer haut et fort politiquement incorrect. C'est un écueil que j'observe souvent chez certaines personnes qui peuvent être assez indépendantes d'esprit. Le premier point à prendre en compte, c'est que le concept de politiquement incorrect, c'est imprécis et c'est relatif. Et surtout, c'est sanctifié par des gens qui veulent à tout prix montrer que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font va à l'encontre d'un ordre établi. Ces gens-là vont avoir tendance à se présenter de manière un peu messianique et à traiter leurs contradicteurs de moutons. Ce n'est pas une manière très fine ni très nuancée de présenter vos idées. Dupond-Moretti, par exemple, n'affirme jamais qu'il est le seul à tenir une position. Il ne dit pas « je suis le seul à dire ça ». Il va plutôt dire « je comprends qu'on ait un peu de mal à entendre ce que je dis car le contexte de l'époque n'y est pas favorable ». Alors évidemment, comme on nous a bourré le mou pendant des années avec la victimisation et on s'en est servi à des fins électoralistes, on a un peu de mal à entendre ce que je dis. Et où on passe au tamis la moindre de mes interventions. Parce qu'en réalité, on représente ce que certains n'ont pas envie d'entendre, c'est-à-dire le contradictoire, et le contradictoire basé sur les faits, sur le factuel. Et d'ailleurs, finalement, les prises de position de Dupond-Moretti sont plutôt nuancées et consensuelles dans l'ensemble. Ce qui suscite vraiment la controverse, ça ne sont pas ses prises de position, ce sont ses actions et les personnes qu'il a défendues. Et pour contrebalancer ses actions, Dupond-Moretti sait résister à la tentation de provoquer. Surtout, il sait reconnaître lorsqu'il ne sait pas ou bien lorsqu'il fait une erreur. Dans cet extrait, par exemple, il reconnaît que lorsqu'il ne sait pas, il ne verse jamais dans la provocation. De ces photos, nous n'avons pas pris nous-mêmes ces photos, nous ne les avons pas achetées. Voilà. Ça, écoutez, j'en sais rien du tout. Il y a une enquête du parquet qui le dira. Mais ça, c'est spontané. Ouais, c'est spontané. Non, mais c'était ma question. C'est un coup de gueule, comme on reproche parfois. Non. Mais c'est peut-être un tort, un travers, c'est peut-être une façon de voir la vie. En tous les cas, c'est la mienne. En conclusion, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'une personne vraiment indépendante n'a pas besoin de revendiquer ou de prouver qu'elle va à l'encontre des opinions dominantes de l'époque. 4e point, cultivez votre indépendance. Vous vous demandez peut-être comment concrètement devenir quelqu'un dont l'entourage reconnaît l'indépendance. C'est une qualité que beaucoup reconnaissent à Dupond-Moretti. L'opinion, on pourrait ne pas en tenir compte, et c'est ce que j'admire chez vous, c'est que vous faites, finalement, comme si l'opinion n'existait pas. Et c'est ce qu'on devrait faire tous les jours. S'il peut se permettre cette indépendance d'esprit, c'est parce qu'il a construit de ses mains une vie où il ne dépend que de très peu de personnes pour assurer ses revenus. Sa manière à lui de s'assurer une indépendance d'esprit sans faille, c'est sa profession d'avocat. Son métier lui permet de tenir à la télévision des propos directs parce que, contrairement à la plupart des personnes invitées sur des plateaux de TV, il ne dépend pas de l'opinion pour vivre. Serait élu au prochain municipal en 2020. C'est pas un sondage politique. Non, mais vous pourriez avoir un avis personnel. On n'a pas choisi de s'exprimer publiquement comme ça. Et puis la 3e raison, j'y viens avant que vous en parliez, oui. c'est que je voulais plaire aux filles. Ben voilà. Et ça marche très bien. nous aussi. Ça marche très bien. Et nous aussi. Et bien sûr. Non, mais on est d'accord. Il y a une quête de séduction quand on La phrase décide de Badinter, on a cité C'est ici. ça. Cette indépendance se ressent depuis qu'il est entré au gouvernement, même s'il a mis sa carrière d'avocat entre parenthèses. Il peut se permettre beaucoup parce qu'il sait que dans le pire des cas, il redevient avocat et reprend sa carrière fulgurante. Il a réussi à se construire une situation où personne ne peut lui mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est quelque chose que vous devez retenir quand vous essayez de construire votre indépendance. Pour donner à votre indépendance d'esprit les moyens de se déployer et d'être admiré, il faut que vous évoluiez dans un cadre où vous êtes le plus indépendant matériellement possible. Matériellement et donc financièrement. Finalement, quand on prend du recul sur l'exemple de Dupond-Moretti, on se rend compte que ce qui le rend aussi respecté et admiré, malgré sa défense de figure controversée, c'est qu'il arrive à concilier des qualités apparemment irréconciliables. Il est frontal, mais conciliant. Il est féroce, mais en même temps très poli. Il est respecté, mais il se montre vulnérable. Et enfin, c'est un indépendant d'esprit, mais qui met presque tout le monde d'accord. Pour conclure cette vidéo, je dirais que la plupart des gens ont une vision erronée de Dupond-Moretti. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se concentrer sur ces coups d'éclat qui vont sortir dans la presse ou qui vont sortir en vidéo sur les réseaux sociaux. Mais ça ne nous donne pas une vision à 360 du personnage. En réalité, et j'espère que cette vidéo vous a aidé à le comprendre, Dupond-Moretti est une personne beaucoup plus complexe que ce qu'il apparaît. Pour réussir à convaincre un maximum de personnes, surtout si vous devez, comme Dupond-Moretti, tenir des positions à contre-courant, vous devez chercher à équilibrer les poids sur la balance. Oui, vous allez être frontal, mais en même temps, pour équilibrer, vous devez avoir une base de conciliance. Oui, vous pouvez être féroce, mais en même temps, pour équilibrer, vous devez créer un cadre de politesse extrême. Oui, vous allez vous faire respecter et vous allez exiger le respect, mais en même temps, vous n'oublierez pas de vous montrer empathique et de montrer votre vulnérabilité. Tout ça va vous permettre d'étendre votre pouvoir de persuasion au maximum, même chez les personnes qui, a priori, ne sont pas d'accord avec vous.
Enfin, pour terminer cette vidéo, je dirais que le charisme, la persuasion, c'est toujours une question de finesse. Et avec Dupond-Moretti, on peut avoir l'impression, de par sa stature imposante, avec sa voix grave qui va porter, et par ses coups d'éclat, que c'est une véritable machine de guerre, qu'il va à chaque fois passer en force. D'ailleurs, son surnom c'est Akitator. Mais en réalité, et j'espère que cette vidéo vous aura permis de le percevoir, si Dupond-Moretti est une machine par moment, c'est aussi un funambule qui est capable d'évoluer en équilibre. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.